Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Est-ce que vous croyez aux signes de l'univers ? Parce que moi, oui. Quand avec Abigail, on s'est rendu compte qu'on enregistrait ce deuxième épisode de podcast ensemble, 1 an jour pour jour après le premier, on s'est dit qu'il n'y avait pas de hasard. Pour la petite histoire, j'ai un autre podcast, Nature Sauvage, sur lequel je partage des astuces bien-être, self-love et alimentation. Abigail avait donc participé à ce podcast et je suis très fière de la recevoir à nouveau aujourd'hui, cette fois-ci ici sur Super Mama. Abigail avait pour projet d'accoucher à la maison. Après une préparation complète et une confiance en son corps infinie, cette future maman se sentait prête à gravir cette montagne avec pour seul guide sa sage-femme adorée. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Elle a dû rejoindre l'hôpital pour donner naissance dans un contexte surmédicalisé qui ne l'enchantait pas du tout. Dans cet épisode, elle nous parle sans filtre de cette déception qui la hante encore aujourd'hui et du stress qu'elle a pu ressentir pendant et après son accouchement. Une expérience de vie qui l'aura marquée à jamais, mais qui aura tout de même permis la naissance d'une mère et d'un très mignon bébé en pleine santé. Mais ce n'est pas tout. Abigail nous parlera aussi de son deuxième accouchement prévu dans quelques mois. Et oui, un nouveau petit être est venu se nicher au creux de son ventre. Cette fois-ci, c'est décidé, notre super mama accueillera son petit chez elle dans son lit. Merci Abigail pour ce récit partagé avec intelligence, recul et bienveillance. Ton histoire est la preuve que même si tout ne se passe pas comme prévu, il est possible de rebondir et de tirer du positif de chaque situation. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Alors, coucou, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Super Mama. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a maintenant une bonne année, car on avait déjà enregistré un podcast toutes les deux il y a 1 an, jour pour jour. Donc c'est hyper cool de t'avoir ici aujourd'hui. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, tu m'as devancé parce que franchement, j'allais le dire. Je me suis dit, il faut absolument qu'on commence en disant ça parce que franchement, c'est incroyable. La synchronicité, là, elle est vraiment dingue. Ouais, 1 an jour pour jour, on enregistrait sur Nature Sauvage, donc trop fort. Ouais, c'est cool. C'est toi qui m'y as fait penser, tu vois, j'aurais pas fait gaffe. Bah, écoute, c'était dans mes memories Snap, tu vois, Ah donc ouais, tu vois comme j'ai quoi. vu ça hier, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Vraiment la synchronicité de la vie, quoi. Trop cool. Et ben moi c'est Abigail, je suis doula des naissances, je suis maman d'un petit garçon de 1 an, bientôt maman 2 fois et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ton âge, pourquoi pas, où est-ce que tu vis? J'ai 23 ans et j'habite en Île-de-France. Ok, Voilà. super, merci pour cette présentation. Alors, est-ce que avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire, tu peux un petit peu nous parler de ton cadre familial, de comment tu as grandi, si tu étais entourée de frères et sœurs, de cousins, cousines, qu'importe. Mais voilà, dans quel contexte, on va dire, tu as vécu ton enfance? Alors, donc j'ai vécu mon enfance en campagne, tranquillement avec mes parents, mon petit frère, avec lequel on a 2 ans d'écart et voilà, assez classique, enfance, assez heureuse, rien de spécial à Ouais, ajouter. d'accord. Et est-ce que tu as eu un désir de maternité qui est venu depuis petite fille? Comment ça s'est manifesté chez toi, ce désir-là? Oui. Oui, pour le coup, chez moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une envie hyper profonde, presque un besoin viscéral en fait. Depuis toute petite, mon plus grand rêve, c'était d'être maman. Je le disais,
je le disais tout le temps, je l'écrivais en primaire quand on demandait c'était quoi nos rêves. Tu sais, moi, c'était pas être une princesse ou être un astronaute. Tu sais, le truc hyper, Cliché. hyper cliché. Ouais. Non, du coup, moi, c'était vraiment d'être maman. Trop marrant. Ouais. Je me souviens avec mes petites poupées, vraiment, je me prenais vraiment pour une maman. Là, ah, mais c'est un truc de fou. Je maternais énormément mon petit frère, même s'il a que 2 ans de moins que moi. Et voilà, tout mon entourage, toute ma famille a vraiment ce souvenir de moi, petite, disant que je voulais tout le temps, ouais, que je voulais être maman. Et surtout très jeune. Je sais, pour moi, je me voyais être maman à 16 ans. Enfin, Ouais, t'as c'est vraiment toujours eu ça. envie de te lancer dans cette Ouais. aventure. Ok, Oui. alors comment t'as rencontré du coup ton conjoint qui est même ton mari, hein, je crois, aujourd'hui? Voilà, comment ça s'est passé, la rencontre et les tout débuts de votre relation? Et ben, ça fait déjà 9 ans qu'on est ensemble. Donc, on s'est rencontrés très, très jeunes Ouais. sur les bancs du collège. Et puis, bah, écoute, c'est une histoire qui a commencé comme n'importe quel jeune de Ouais. 13-14 ans. Et puis, bah, finalement, on est restés ensemble et on en est là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est mariés, puis on va avoir 2 petits bouts de chou, et voilà. Ouais, vous êtes mariés en quelle année? En 2021, septembre D'accord. 2021. Ok, et donc toi, est-ce que tu as tout de suite partagé ton désir de maternité avec ton conjoint? Comment vous avez abordé le sujet? Alors ça, c'est une bonne question parce que je pense que ça remonte à très très loin. Mais je pense que oui, enfin, je pense que clairement, on en a toujours discuté et lui, il était exactement sur la même longueur d'onde que moi. Il a toujours voulu des enfants aussi, donc ça va, c'était hyper fluide. Ouais, vous avez le même âge, du coup, si vous êtes rencontrés au collège? Oui, il a un an et Un demi de plus an. que moi. Ouais, Ouais, d'accord. Et c'est lui aussi, il voulait être papa plutôt jeune, ça lui allait comme ça? très bien. Ouais. Ok, super. Et du coup, donc ça s'est passé comment ton parcours de maternité? Vous avez décidé ensemble d'arrêter voilà le moyen de contraception, par exemple, que tu prenais? C'était plutôt un bébé surprise? Comment ça s'est déroulé? Oui, c'était bien réfléchi. On a décidé de lancer cette aventure comme beaucoup au moment du premier confinement. Donc oui, je prenais la pilule à cette époque-là. Donc on a décidé ensemble d'arrêter la pilule. On a eu un petit parcours de 7 mois pour réussir à accueillir cette Mhm. grossesse. Et même si 7 mois, c'est rapide en soi, j'avoue que quand on y est, c'est quand même très, très long. Quand c'est un désir qui est vraiment viscéral et voilà, c'est quand même long, même si ça ne l'est pas. Ouais, bien sûr. Sur une moyenne, ça va, mais c'est vrai que quand on est en plein dedans, on se dit à chaque cycle, bon, on espère que c'est le bon, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Bon, et comment tu as découvert que tu étais enceinte? Du coup, tu l'as su rapidement? Comment ça s'est passé? Oui, je l'ai su hyper rapidement parce que bah, ce qui est hyper intéressant d'un côté d'avoir un parcours d'attente de bébé de quelques mois, on va dire, c'est qu'on a le temps d'apprendre à se connaître, à connaître son cycle, à connaître son corps. Et c'est finalement, avec du recul, c'est hyper intéressant, même si c'était une période qui n'était pas très, très drôle finalement. Mais avec du recul, ça m'a appris énormément et c'est vraiment génial. Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable tout ce que ça apporte. Et donc, bah, finalement, on finit par se connaître tellement bien que bah, on sait quand on est enceinte, quoi. Ouais, tu Donc, je l'as l'ai su. su vraiment. Ouais, t'as fait un test de grossesse pour confirmer ton intuition? Tout à fait. Ouais, bon, et alors, Et l'aventure s'est lancée. ouais, ta réaction quand t'as vu que c'était positif ce test, t'étais hyper heureuse, je suppose? Ouais. Ah oui, oui. Ah bah j'ai fondu en larmes, je lui ai couru dans les bras, et tu sais, le truc hyper cliché, comme, comme Ouais, dans bah les ouais, c'est films. cool. Tu pleures, tu cours, on se saute dans les bras, on était trop contents. Ouais, lui aussi, il était hyper ému, hyper joyeux. Ah oui, Ouais. un Bon, beau souvenir. super. C'est génial. Alors, comment s'est passée cette grossesse, les premiers mois, la grossesse dans sa globalité? La grossesse s'est super bien passée. Ouais, franchement, la grossesse, elle s'est vraiment bien passée. J'étais tellement heureuse d'être enceinte. Enfin, tu sais, j'ai tellement attendu ça toute ma vie, en fait, même si pour le coup, j'étais très jeune, même je suis toujours jeune, mais enfin, ouais, j'étais tellement heureuse que ça coulait tout seul, ça se passait super bien.
Et vers la moitié de grossesse, j'étais pratiquement alitée, donc c'était un petit peu moins drôle. En fait, je D'accord. contractais énormément. J'ai toujours eu beaucoup de contractions et ça inquiétait les professionnels de santé. Donc, du coup, Mm. j'ai été pratiquement alitée une bonne partie de ma grossesse. Donc, ça, c'était un petit peu moins drôle, mais en soi, tout allait bien. Voilà, tout s'est bien passé. Ouais, est-ce que vous Mais aviez... par contre, je sais que c'est normal. J'ai juste un utérus qui est ultra contractile parce que je suis pratiquement à 5 mois de grossesse maintenant. Et depuis le tout début de cette grossesse-là, je contracte toujours autant. Et je sais que voilà, c'est normal, mon corps est comme ça. Donc, c'est pas pour autant que je vais m'aliter cette fois-ci. Justement, C'était comment tu... l'inconnu. Ouais, ouais, ouais. Comment tu l'as vécu cet alitement? Est-ce que c'était pas trop dur psychologiquement d'être chez toi, bloqué? Ouais, c'était pas très drôle. J'avoue que Ouais. c'était pas très drôle. Bon, après, on était en plein Covid. Donc, dans tous les cas, on sortait pas énormément. Et puis, bon, c'était quand même le début du Covid. Donc, bon, on faisait quand même attention, surtout pour une femme enceinte. On sait Bien sûr. qu'elle est plus à risque quand même. Donc, bon, d'un côté, c'était pas plus mal, on va dire. Mhm. Mais oui, c'était quand même pas très drôle. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous aviez, vous vouliez attendre la surprise pour le sexe ou est-ce que vous l'aviez demandé? Non, pas du tout. On l'avait demandé. On était vraiment trop pressés de savoir pour le coup. Et pour la petite anecdote, donc quand on s'est mariés, j'étais enceinte de pratiquement 5 mois, bah, comme là à peu près. Et donc, en fait, on voulait absolument faire une belle gender reveal. On s'est Ouais. dit trop cool, c'est l'occasion, il y aura tout le monde pour notre mariage et tout. Et donc, on a laissé les tontons et tatas de mon fils gérer cette organisation. Franchement, c'était génial. C'était vraiment incroyable. Ils ont fait un truc vraiment génial. C'était plein d'émotions. C'était dingue. Mais le petit problème, c'est qu'on a annoncé une fille alors qu'aujourd'hui, on a un petit garçon. Ah, c'est vrai? Et ils vous ont dit que ça allait être une fille? Oui, oui, oui. On nous Oh, avait dit que ça allait être une fille, donc bah, du coup, pour, pour notre d'accord. mariage, je te raconte pas le... D'accord. C'est Donc rare voilà, quand même. j'ai une robe de mariée aujourd'hui qui est toute rose, du coup, Ouais. parce qu'avec Oh, d'accord. avec tous les fumigènes roses et compagnie. Et du coup, bah, on a un petit garçon. Voilà. D'accord. Et à quel moment vous avez su du coup qu'il y avait eu une petite erreur sur les On prévisions? l'a su à l'échographie d'après, Ouais, donc ça voilà. va, c'était pas non plus... c'était pas à la naissance, mais la Ouais, petite blague n'était pas drôle. j'imagine. Bon, et toi, t'étais contente après quand on t'a dit que c'était un petit garçon? Ouais, Ouais. oui. Bon. Comment t'as appréhendé cet accouchement? Est-ce que tu avais des envies particulières, un projet de naissance? Comment tu t'étais un petit peu préparée à ce moment de vie? Alors, donc pour se remettre dans le contexte à ce moment-là, donc en 2021, je savais que je voulais devenir doula. Mmh. Donc du coup, je cherchais la formation adéquate et donc je suis tombée sur la formation de l'école quantique doula. Mmh. Donc je me suis inscrite et donc entre-temps, j'ai pas mal cheminé et pour moi, l'accouchement à domicile, c'était clairement mon projet. Mmh. Je me voyais pas donner naissance autrement. Et donc, forcément, je suis partie sur ce projet-là. J'ai trouvé une sage-femme extraordinaire. Et, euh, et puis, bah voilà, malheureusement, le projet n'a pas abouti. J'ai dû Ouais. donner naissance à l'hôpital. Mais le projet de base était celui-ci. Ouais, c'est vrai que il y a peu de femmes qui savent même qu'on peut accoucher à la maison, hein, que c'est tout à fait, possible et c'est chouette justement d'en parler aujourd'hui, je trouve, parce que c'est malheureusement, méconnu, je trouve, par la plupart des futures mamans. C'est pour ça que j'étais bien heureuse que tu m'invites sur ce podcast. Ouais. Parce que j'essaye au maximum tous les jours de faire passer le message pour que les femmes puissent au maximum pouvoir faire des choix éclairés et en connaissant toutes les possibilités, toutes les conséquences. Et ouais, c'est tellement important de connaître toutes les possibilités en amont et pouvoir faire ses propres choix éclairés finalement. Bah oui, bien sûr. Donc Quand du tu coup, as toi, toutes les infos. ouais, tu t'es fait donc accompagner par une sage-femme dans le but de faire ce projet-là
Qu'est-ce que tu as retenu vraiment, même si ça n'a pas pu aboutir au final, mais qu'est-ce que tu as retenu dans tout ce qu'elle a pu te transmettre justement, que tu pourrais aussi transmettre aux personnes qui écoutent, bah, pour les futures mamans qui veulent accoucher à la maison, à domicile? Hum, alors, qu'est-ce que j'en tire comme leçon après une bonne année? Je dirais qu'à ce moment-là, j'étais encore trop dans... Bon, en même temps, j'avais pas encore fait ma formation de doula, donc j'avais pas encore toutes les Ouais. connaissances que j'ai aujourd'hui. J'étais pas aussi investie qu'aujourd'hui non plus. Mais j'étais encore trop dans ce truc où tu remets le pouvoir entre les mains du praticien. Je Ouais. sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais, bien j'étais sûr. encore trop là-dedans, à trop faire confiance aux autres finalement, et à être assez déconnectée de moi-même, de mes ressentis, et d'écouter vraiment tout ce que les praticiens peuvent te dire. Donc, je pense que ouais, c'est un des tout premiers piliers, je pense, quand tu pars dans ce genre de projet, dans les accouchements à domicile, c'est ouais, il faut avoir vraiment confiance en toi, confiance en ton corps, et être Mmh. vraiment persuadé, intimement persuadé que toi, tu peux le faire, en fait. Et dans tous les cas, c'est uniquement toi, ton corps, ton bébé. Bon, ton partenaire rentre aussi quand même dans l'équation, mais c'est surtout toi et ton bébé. Et ouais, voilà, être pleinement connecté, et c'est tout ce qu'il faut finalement. Ouais, bien sûr. Alors, il y a une petite, checklist quand même à cocher, on va dire, enfin des petites choses à cocher, pour accoucher, à domicile, hein. Il faut, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, voilà, que la grossesse ne soit pas pathologique, qu'elle arrive quand même à terme, voilà, des petites choses comme ça qui sont quand même importantes. Toi, comment ça s'est passé justement? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu accoucher à domicile? Est-ce qu'il y avait, certains critères qui n'étaient pas remplis, par exemple? Oui, exactement. Donc, si tu veux te faire accompagner par une sage-femme pour accoucher chez toi, Mmh. évidemment, il faut qu'elle puisse s'assurer que tout roule et que l'accouchement est censé se passer de façon normale et physiologique. Donc, il faut que de base, tu n'aies pas de gros problèmes de santé. Il faut que Mmh. ton bébé soit également en bonne santé, évidemment. Par exemple, la plupart des sages-femmes vont refuser d'accompagner des grossesses gémellaires, Oui. d'accompagner un bébé qui est positionné en siège. Mmh. Par exemple, une maman qui fait du diabète, tu vois, ce genre de choses qui pourraient compromettre ce genre de projet. Après, on peut totalement décider d'enfanter seul chez soi, sans Bien sage-femme, hein. Il y en sûr. a beaucoup qui font Ouais. ce choix-là. Et puis là, bah, les seules limites, c'est soi-même, en fait. À partir de ce moment-là, voilà, les seules limites, c'est soi-même. Donc, à savoir où sont nos barrières, où est-ce qu'on ne se sent plus en sécurité. Et à partir du moment, encore une fois, où on est pleinement connecté à soi et son bébé, je pense que instinctivement, on sait très bien ce qu'on doit faire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Toi, tu étais soutenue par ton compagnon dans ce projet-là? Il était à fond derrière toi? Est-ce qu'il avait des doutes, des craintes ou est-ce qu'il te faisait confiance? Des doutes, des craintes, oui. Quand il s'agit de ma santé et de la santé de ses enfants, Ouais. il a beaucoup peur. Mais en soi, il me faisait quand même confiance, et on était lancés. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à ce moment-là, tu dois un peu enfin, faire valoir ton droit et exprimer à tout le monde ton projet, parce que Mmh. dans ton entourage, c'est hyper Ouais. méconnu. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pour la très grande majorité des gens, tu es enceinte, bah, tu vas accoucher à l'hôpital, quoi. Il n'y a pas Mmh. d'autres possibilités. Alors qu'en fait, finalement, l'hôpital, c'est tellement récent dans l'histoire. Enfin, c'est hyper récent. Ça fait très peu de temps que les femmes partent donner naissance à l'hôpital. Mmh. Donc, mais c'est vrai que oui, tu dois un peu expliquer à tout le monde que non, c'est pas dangereux. Non, je suis pas en train de mettre la vie de mon bébé en danger. Ouais, bien sûr. Comment ça a Donc, été c'est pas accueilli mal. par tes proches? Au premier abord, tout le monde me dit, mais t'es folle, mais Ouais. pourquoi tu veux faire ça? Ouais. Et en fait, finalement, c'est hyper intéressant parce que ça a vraiment donné une ouverture d'esprit à tout le monde. Et puis, j'ai la chance aussi d'être quand même bien entourée de personnes bienveillantes et qui sont pas non plus dans le jugement hyper fermé. Donc, j'ai pu ouvrir plein de discussions, et c'est vrai que ça a ouvert
ça a ouvert le champ des possibles. Et en fait, et ce qui est marrant, c'est que les femmes de mon entourage ont même été revisiter du coup leurs accouchements qui se sont passés à l'hôpital. Et puis on me dit souvent, mais en fait, mais c'est atroce ce que j'ai vécu finalement. Alors qu'elles s'en étaient même pas rendues compte. Enfin, pour elles, c'était tellement normal de se faire accoucher, de vivre des violences parfois vraiment atroces. Mais en fait, c'est normal, c'est dans notre quotidien. Donc, pour le coup, elle s'en rendait même pas compte. Et le fait qu'on ouvre toutes ces discussions-là, elle me dit, ah, mais t'as vu, c'est pas normal. On m'a fait ça, on m'a même pas demandé mon consentement. Et puis, à ce moment-là, c'était horrible. Et enfin bon, c'est pas génial d'aller revisiter, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien Ça a sûr. permis de prendre conscience sur beaucoup de choses, voir qu'il y avait beaucoup de scènes qui n'étaient absolument pas normales et pouvoir, oui, ouvrir les consciences, en fait. Ouais, mais c'est top. Alors du coup, comment s'est passée la fin de ta grossesse? Comment ça s'est déroulé par la suite? Eh bien, la fin de ma grossesse s'est très bien passée aussi, comme tout le reste. Ouais, très bien passé. Après, tu m'avais demandé pourquoi, du coup, je suis partie à l'hôpital. Ouais. Donc, ouais, la fin de grossesse s'est très bien passée. À partir du moment où je suis arrivée à 37 semaines, tout pile Mhm. le week-end de mes 37 semaines, j'ai commencé à avoir des séries de contractions, vraiment comme, voilà, on appelle ça des faux travail, même si c'est pas du faux travail, mais tu as des contractions vraiment régulières sur plusieurs heures. Mhm. Et comme quoi, c'est trop marrant, quoi, parce que vraiment, l'inconscient dans tout ça, tu sais, jusqu'à maintenant, j'étais vraiment, ouh là là, faut pas accoucher, tu restes alité, tu fais rien, c'est tout te fait peur. Et finalement, à partir du moment où tu sais que tu es à 37 semaines, bam, il y a un truc qui se Mhm. lève et le corps se met en route et go, quoi, on contracte, allez, go, 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 Ouais, on y va. Et puis finalement, j'ai enchaîné les séries de contractions comme ça jusqu'à 40 semaines plus 1. D'accord. Où là, je suis vraiment rentrée au travail. Donc, je me suis réveillée un matin, je perdais les os. Donc là, j'étais trop contente. Je commençais à sauter partout. J'ai des vidéos de moi dans la maison, là, en train de danser toute nue, tu Ah sais. ouais. Et on y va, génial. Trop cool. Ah ouais, c'était trop bien. J'en ai tellement un beau souvenir de ce moment-là. Donc, voilà. Donc, j'avais fissuré. Je commençais à contracter tranquillement. Donc j'appelle ma sage-femme qui me dit bah tranquille quoi, j'ai déjà une femme qui est en Ouais. train de qui contracte bien et elle c'est son deuxième bébé donc pour le coup je pense que ça va arriver plus vite, mais elle me dit mais tranquille, tu fais ta vie et tu m'appelles plus tard. Et donc du coup, elle est revenue vers enfin elle est venue chez moi du coup vers 11h30 juste pour faire un petit monito pour voir si tout va bien. En soi, on savait que tout allait bien mais elle était dans le coin donc c'était vraiment pour pouvoir se voir rapidement. Et donc là, ça commençait à contracter Mhm. bien. Ça commençait à devenir... voilà, fallait s'arrêter, souffler pour chaque contraction. Et c'était lancé, hein, j'étais vraiment trop heureuse. Et par contre, vers 13h, en fait, le liquide, il a commencé à se teinter. Ouais, Et puis, d'accord. bon, quand on a un accouchement à domicile avec une sage-femme, bah, c'est une des contre-indications. Même si maintenant, je me suis énormément renseignée sur les liquides teintés et que Mhm. je sais que c'était pas forcément signe que mon bébé était en grosse détresse. Et puis la preuve, il était pas en grosse détresse. Mais bon, voilà. Pour mon projet Ok. d'accouchement à domicile avec une sage-femme, c'était une contre-indication. Donc, je suis partie à l'hôpital à ce moment-là, en début d'après-midi. D'accord, donc là, tout simplement, c'est toi qui es allé ou tu t'es fait... t'as appelé une ambulance Non, pour le coup, on y est allé par nos propres D'accord, ok. moyens, tous les deux en voiture. Et voilà. Bon. Donc du coup, tu es arrivé à la maternité et là, tu as pu accoucher. Est-ce que tu as pris du coup la péridurale ou pas? Comment ça s'est passé? Et ben là, j'ai vécu cette fameuse cascade d'intervention que tout le monde Ouais. connaît, voilà, quand tu pars accoucher à l'hôpital. Enfin, pas pour tout le monde, bien heureusement, mais moi, j'ai vécu voilà, cette fameuse cascade. Donc, en fait, j'étais tellement chamboulée de partir à l'hôpital que Mm. bah, je pleurais tout le temps, en fait. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Donc, bah, évidemment, c'est pas du tout, du tout, du tout les conditions idéales pour pouvoir donner naissance. Et j'étais tellement terrorisée. En fait, pour moi, c'était vraiment une vraie peur hein, de partir accoucher à l'hôpital. Ouais. Voilà, c'était vraiment une phobie, en fait. J'avais très, très peur de ça, très, très peur de vivre des violences, Mm. quelles qu'elles soient. Et donc, j'étais terrorisée et je pleurais tout le temps. Entre chaque contraction, je m'effondrais et puis hop, je me reconcentrais pour la contraction d'après. Enfin bon, ça a été ça. Ça a été ça tout le temps. Donc, du coup, j'ai
Alors, comment ça s'est passé? Donc, la journée est passée tranquillement, exactement comme ça. Mhm. Et le soir venu, j'étais à ce moment-là à 5 centimètres. Donc, en début de soirée, peut-être vers 19-20 heures. Et donc, la nuit continue, sauf que, bah, en fait, au fur et à mesure de la nuit, je dilatais pas, en fait, et je commençais à Ouais. être totalement épuisée. Bah, je faisais que pleurer. Ouais, t'étais Donc, vraiment dans voilà, un état psychologique dur. très, très dur, ouais. Ouais. Très dur et j'arrivais pas du tout à lâcher prise. En fait, j'étais totalement crispée. J'arrivais pas du tout à être dans mon corps, à pouvoir me laisser aller, à être en confiance. J'y arrivais pas du tout. J'étais vraiment terrorisée. Et, Mhm. euh, et donc, vers 3 heures du matin, ils ont décidé de vouloir me déclencher parce que D'accord, du coup, ok. j'étais en travail depuis la veille 7 heures du Ouais, matin. ok. Et donc, bah, comme le liquide était teinté et compagnie, enfin, pour eux, c'était dangereux de laisser traîner plus longtemps. Et puis moi, dans tous les cas, vu dans l'état psychologique que j'étais, j'étais pas vraiment en condition de pouvoir enfanter tranquillement. C'était pas possible. Ouais, tu te sentais quand même un peu dépassée, peut-être fatiguée aussi, hein, sûrement Ah, mais complètement. Ouais, Là, à ce moment-là, j'étais épuisée. J'étais tant épuisée psychologiquement d'avoir pleuré toute l'après-midi et toute cette ouais, partie de la nuit. Et épuisée, enfin, ouais, j'étais vraiment épuisée psychologiquement et physiquement parce que ça faisait quand même bah, depuis 11 heures, enfin, ça a commencé plus tôt, mais depuis 11 heures, j'avais vraiment des contractions qui ouais. demandaient vraiment de la concentration, on va dire. Bien Et, sûr. euh, et donc, ouais, ça commençait à faire beaucoup. Là, j'étais vraiment épuisée à ce moment-là. Donc à 3 heures du matin, enfin vers 3 heures du matin, ils ont décidé de me déclencher. Donc de Mhm. là, j'ai accepté de prendre la péridurale parce que dans tous les cas, voilà, on sortait totalement de la physiologie. Et c'est vrai que pour moi, là, c'était comme un soulagement parce que en fait, déjà, j'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus physiquement, mentalement. Et en fait, j'ai été tellement terrorisée finalement de ce qu'on pouvait me faire, de ce qu'on pouvait m'imposer, même si maintenant je trouve ça totalement dérisoire et je pense que si je me retrouvais dans la même situation, enfin, je serais pas du tout dans la même énergie, dans le même état d'esprit. Mais en fait, j'étais terrorisée qu'on m'impose des actes. Et en fait, je préférais finalement être plus ou moins anesthésiée et que voilà, j'ai ce parachute, Ouais, tu bah vois, ouais. plutôt que d'être pleinement dans mon corps et en fait tout ressentir et être encore plus traumatisée que ce que j'ai pu vivre. Ouais, bien sûr. Et à partir de là, donc la péridurale, t'as fait du bien, t'as un petit peu apaisé, donc physiquement, peut-être mentalement aussi. Ouais, totalement. Donc à ce moment-là, vraiment, ouais, ça a été vraiment ça. J'ai pu être apaisée. Donc, comme quoi, tu vois, on peut pas tout diaboliser. Parce que c'est vrai que surtout dans le monde dans lequel Mhm. je suis, on diabolise énormément la péridurale. Et moi, la première, parce que je connais, enfin, je sais pourquoi il faut éviter au maximum de prendre la péridurale. Pourquoi c'est mieux voilà, de pouvoir être dans toute sa puissance, dans toute son autonomie. Mais finalement, dans certains cas, ça sauve quand même à un certain niveau, quoi. Bien sûr. Enfin, ça sauve. Tu verras par la suite le reste du récit. Mais à ce moment-là, ça m'a sauvée. Et donc, j'ai pu me reposer tranquillement. Et à partir de là, bah, surtout la péridurale va vraiment tout relâcher. Ça relâche tous Mhm. les muscles, toutes les tensions. Donc, à partir de là, j'ai dilaté beaucoup plus rapidement, Ouais. évidemment. Et, euh, Et donc, oui, tout a accéléré à ce moment-là. Par contre, du coup, je me retrouvais dans le scénario que je voulais absolument pas vivre. Donc là, je me retrouvais allongée dans un lit d'hôpital, branchée de partout, Ouais. à ne plus sentir grand-chose. Enfin bon, là, c'était une catastrophe pour moi, mais Ouais. Oui, donc c'était en fait, loin je sais de pas, tes je sais pas espérances. comment juger. Je sais pas trop comment juger, mais c'est vrai que là, je commençais à vivre tout ce que je voulais pas vivre. Est-ce que Mais l'équipe voilà. médicale qui était avec toi était quand même soutenante, bienveillante? Alors à ce moment-là, ouais, j'ai eu énormément de chance parce que c'était une jeune sage-femme qui était encore dans toute sa passion et elle était vraiment adorable, elle était d'une douceur incroyable. Donc pour le coup, j'en ai vraiment un très très bon souvenir à ce moment-là. Et, euh, et tu vois, même si
ils sont très protocolaires Mm. et ouais, voilà, c'est très protocolaire. Tu dois rentrer dans des cases pour tout, mais je peux pas lui en vouloir parce que c'est le système qui est comme ça. Mais elle, en tout cas, sa personne, voilà, elle était vraiment très, très douce, très agréable et ça fait quand même du bien d'être entourée de ça à ce moment-là. Ouais, 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 bien sûr. Et au niveau de la péridurale, est-ce qu'elle n'était pas trop dosée, justement? Est-ce que tu as quand même pu sentir les poussées, les contractions sans souffrir? Mais est-ce que tu étais quand même un petit peu actrice de cet accouchement? Alors, j'étais pas du tout actrice, mais je sentais absolument tout, oui. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'était volontaire parce qu'ils m'ont posé la péridurale. Donc, le temps qu'elle réussisse à faire effet, ça a mis pas mal de temps quand même, parce qu'en Mhm. fait, ça m'anesthésiait qu'un seul côté. Et, euh, et donc là, ouais, c'était pas très drôle, surtout quand psychologiquement tu lâches et tu te dis, ça y est, je vais enfin ne plus souffrir. Mm. Et enfin, ne plus souffrir. Là, j'étais clairement dans la souffrance, hein, parce qu'il y a une différence entre sensation physique et souffrance. Mm. Mais là, j'étais clairement tombée dans la souffrance depuis que j'étais arrivée à l'hôpital. Et, euh, et donc, du coup, ouais, c'était assez dur à gérer ce temps pour que la péridurale fasse effet, surtout des deux côtés. Mais après, j'ai décidé de... Parce que tu sais, tu as le fameux petit bouton pour Ouais. pouvoir ajouter la péridurale. Et donc, j'avais fait exprès de ne jamais en rajouter parce que je voulais absolument être un minimum actrice de mon accouchement, même si je savais que là, j'étais déjà un peu tombée dans la gueule du loup. Ouais. Mais je voulais quand même garder un petit peu de mon autonomie et surtout pouvoir sentir ce qui se passe et voilà, être un minimum actrice. Et donc, quelle est la suite de ce récit? Donc là, oui, tout allait beaucoup plus vite, mais j'ai pu avoir un petit temps de répit qui était pas plus mal. Et en fait, vers 6 heures, 6 heures et quelques, donc cette super sage-femme revient me voir. Et donc, du coup, de là, je lui dis que c'est bon, je commence à ressentir mes jambes, parce que c'est vrai que pendant un moment, je sentais Ouais. plus grand-chose. La péridurale avait vraiment bien fait effet. Et je lui dis que là, je commence à ressentir, que je sens quand il y a des contractions, même si je sentais pas la douleur des contractions, je sentais quand même que j'avais des Mhm. contractions. Et voilà, je pouvais bouger mes jambes, donc je lui dis, est-ce que je peux commencer à prendre des positions bah, qui favorisent un peu plus la physiologie, donc Bien sûr. essayer de jouer avec la gravité et compagnie. Et donc de là, elle me dit que oui, oui, pas de problème, je vais vous aider, allez hop, tac, tac. Et en fait, je me tourne d'un premier côté pour commencer. Et en fait, de là, on perd le cœur de mon fils. Ah, Et donc là, j'étais à 9 centimètres à ce moment-là. Voilà, d'accord. pour mettre dans le contexte. Et en fait, oui, on perd le cœur de mon fils, du coup. Donc, cette sage-femme, je sens qu'elle commence à s'agiter, à paniquer un petit peu. Donc, du coup, elle me demande de me tourner de l'autre côté, donc chose que je fais immédiatement, sauf qu'en fait, on a toujours pas Mhm. le cœur de mon bébé. Et en fait, bah, à partir de là, c'est la descente aux enfers, tu vois. Ouais. La descente aux enfers. Et là, bah, en fait, tout le monde commence à débarquer dans la salle, tout le monde crie. Donc là, c'est une scène qui est très traumatisante pour moi, donc je vais essayer de pas pleurer Ouais. et raconter ça de façon claire. Mais ouais, ce moment-là, il a été clairement atroce. Et en fait, bah, là, je me retrouve vraiment, vraiment, vraiment à vivre tout ce que je voulais pas. Donc, en fait, je me retrouve à 9 centimètres avec la tête de mon bébé, en fait, qui était défléchie à 5 litres, donc en fait, qui était complètement, qui n'était pas du tout dans l'axe favorable pour pouvoir sortir. Et évidemment, j'étais pas à dilatation complète. Bon, on me Mhm. dit 9 cm, enfin non, 10 centimètres dilatation complète, mais c'est pas forcément 10 centimètres. Mais enfin bon, Mhm. je peux pas tout expliquer en un petit podcast, ça serait Mhm. trop compliqué. Et en tout cas, je n'étais pas encore à dilatation complète. Et donc, du coup, bah, cette sage-femme a dû aller tourner la tête de mon fils manuellement, aller pousser le col, et puis moi en train de pousser comme une malade. Sauf que du coup, j'étais en position gynécologique, tout ce que je ne voulais Mhm. pas. Donc, comment dire que ça n'aidait absolument pas pour qu'il puisse sortir. Et enfin bon. Et puis là, il y a tout l'enjeu psychologique, en fait, Ouais. où tu crois que ton bébé est mort, ou voilà, c'est la panique à bord. Tout le monde crie, des lumières qui s'allument de partout, il débarque à 15 dans la pièce. Je vois mon mari qui s'effondre, qui fait les 100 pas, qui pleure, c'était une catastrophe. Et, euh, et puis du coup, le gynéco arrive. Bon, après, on a récupéré le cœur, donc voilà, on savait que Ça allait? il était vivant, du moins, mais en tout cas, enfin, il voulait pas laisser traîner le truc, quoi. Donc, ouais, non, ça a pas été cool du tout.
Ouais, j'imagine. Donc là, il y avait des médecins avec toi, des sages-femmes, toute une équipe Ouais, médicale. il y avait deux sages-femmes, il y avait le gynéco, il y avait d'autres personnes, mais franchement, c'est hyper flou. Et en fait, et puis j'ai dû tellement pousser comme une malade Mm. pour réussir à faire sortir ce petit, en sachant que, voilà, encore une fois, j'étais pas à dilatation complète, donc le petit n'était pas encore descendu, Ouais. lui n'était pas bien positionné, j'étais en position gynécologique, donc il n'y a rien qui facilitait la sortie. Donc j'ai dû pousser très longtemps, très fort, donc en fait, je me suis sentie très mal. Mm. Et clairement, je voyais plus rien, je voyais juste une grosse lumière. En fait, tout était une lumière blanche, je voyais plus rien du tout et je me sentais complètement partir. Et j'ai le souvenir de dire, mais là, je me sens pas bien. Mais en fait, personne m'écoutait parce que là, tout le monde était à fond, vie du bébé, vie du bébé. Et clairement, ouais, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Voilà. Ouais, tu t'es Mais tu sais, c'est sentie. la première fois que je le raconte et encore, voilà, encore plus en public. Ouais. C'est très, très rare que j'en parle. Donc, c'est une exclue ici. Oui, ça t'a vraiment marqué, je pense. Ah oui, ah oui, oui. C'est évident, Bah, hein. enfin, dans tous les cas, ça aurait marqué n'importe qui, ce genre de naissance, ça c'est clair. Mais alors surtout quand ton projet de base est complètement à l'opposé de ça et que tu te retrouves à accoucher en position gynécologique avec 50 000 personnes qui te crient dessus, franchement, non, c'est atroce. C'est Ouais. atroce. Personne prenait le temps de t'expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. C'était vraiment l'urgence de Ah sortir oui, le là, bébé au plus c'était vite. Il n'y avait pas de... exactement. Ouais. Et donc, Dur. mon fils a fini par naître, donc avec l'aide des ventouses et compagnie. Donc, il a fini par naître, hein. Il allait très, très bien. Ouais, est-ce que toi, quand Et tu, donc, quand tu l'as vu, tu as quand même eu voilà, ce petit quelque chose ou tu étais tellement déboussolée, fatiguée, épuisée que voilà, c'était juste trop, trop dur. alors, franchement, ouais, j'étais absente, vraiment. J'étais complètement absente. Je me suis sentie très mal à ce moment-là. J'étais pas là. En fait, le seul souvenir que j'ai, c'est de sentir sa chaleur en fait sur Ouais. moi. Et je sais que plein de fois, on m'a dit, mais venez attraper votre bébé, parce que moi, c'était hyper clair pour moi que je voulais que personne attrape mon bébé, Mm. que ce soit moi. Et parce que tu vois, je m'imaginais pas accoucher en position gynécologique. Pour moi, j'allais accoucher soit dans la piscine. Ah oui, ça en plus, je l'ai pas dit, parce que du coup, j'ai réussi à aller enfin, j'ai pu avoir une salle nature. Ah oui, Mais d'accord. j'avais pas le droit de prendre de bain. Donc finalement, ça me servait pas à Ah grand-chose oui. en salle nature, tu vois. Donc encore un truc qui m'a mis un coup au moral, parce que chez moi, j'avais ma piscine d'installer. Enfin bon, j'avais tout le décor qui était génial. Et donc, tu vois, je m'imaginais soit pouvoir accoucher dans l'eau, soit accoucher accroupie, à quatre Ouais. pattes, j'en sais rien. Et puis, je me voyais moi-même attraper mon bébé. Pour moi, c'était hors de question que quelqu'un d'autre pose les mains sur lui avant moi, quoi. Et donc, bah, ils ont respecté ça, Ouais. malgré le contexte. Et donc, du coup, ils m'ont demandé d'aller chercher mon bébé, en fait, quand il était en train de sortir. Mais ils ont dû me le répéter au moins 5 fois. J'ai même pas entendu. Et là, ouais, ils m'ont posé sur moi. Je me souviens juste d'avoir senti sa chaleur. Mais en soi, j'étais complètement absente. Complètement. Ouais, c'est normal. Et ton mari, à côté, il arrivait à reprendre un peu ses esprits, à être ému? Franchement, les premiers instants ont été vraiment compliqués, en fait. Mhm. Après cette peur-là, où tu as l'impression que tout le monde va mourir, enfin, c'est tellement particulier. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait une séance de kinésio. Donc, je ne sais pas Ouais, si tu connais. Eh ben, je connaissais pas vraiment cette pratique-là, cette médecine. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'appeler. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai fait une séance là, il y a 2 semaines. Et enfin bon, j'ai fondu en larmes totalement. Parce que du coup, ce qui était revenu, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais ce qu'elle a entendu de mon fils ou ce qu'elle en a déduit, je sais pas. Mais ce qui en est ressorti, c'est que mon fils disait, au milieu du chaos et de l'hostilité, je me sens privée. Et là, quand j'ai entendu cette phrase, ouais, je me suis dit, ah ouais, là, là, c'est dur à entendre, c'est dur à encaisser. Parce que, ouais, en fait, vraiment, c'est ça, quoi. Lui, il a été totalement privé, tu vois. C'est pas la rencontre. Bon, très loin de la rencontre que moi j'aurais imaginée, mais tu vois, c'est loin de la rencontre toute pleine d'ocytocine où tu es tranquillement, toi, avec ton mari, dans l'obscurité. Enfin, ouais, l'accueil dans l'amour, dans tout ce que tu veux. Ah oui, non, là, c'était l'accueil dans la violence, dans les cris, dans la peur, dans tout l'inverse, quoi. ouais, donc une Mais après, expérience quand tu, même. tu tisses, tu tisses différemment. Voilà, tu tisses dans les premières heures, dans les premiers jours, premières semaines. Ouais, C'est bien différent. sûr. Et donc ce petit bout, il s'appelle comment?
Lisandro. Oh, c'est joli, j'ai jamais entendu Lisandro. Et il allait bien, lui, oui? Mais il allait très bien. Donc, tu Ouais. vois, avec du recul, c'est encore une fois les enjeux de la médicalisation, voire même de la surmédicalisation Mm. des naissances. C'est que n'importe quel humain pour qui son cœur s'arrête, tu es obligé de le réanimer. Que tu aies 80 ans, que tu aies 40 ans ou que Mm. tu sois un nouveau-né, tu vois. Et personne n'a eu besoin de le réanimer, personne n'a eu besoin de rien faire. Il allait très, très bien. Donc, encore une fois, c'est les enjeux de la médicalisation. C'est le fait que avec le monito, on Mm. avait perdu son cœur. Enfin, on avait perdu, on l'entendait juste pas en fait, parce que pour X raisons, il s'est déplacé ou j'en sais Ouais. rien. On captait juste plus son cœur en fait. Et bah, de là, c'est parti, mais dans un scénario atroce. Enfin, je te laisse imaginer n'importe quelle mère qui pense que son bébé est mort. Enfin, c'est atroce Atroce. quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, une scène très traumatisante qui aurait pu être évitée, mais comme la plupart des histoires d'accouchement à l'hôpital et comme une femme sur trois qui ressort traumatisée de son accouchement, en fait. Ouais, mais Donc, c'est un c'est vrai justement sujet. bien d'en parler parce que c'est souvent mis de côté ce type d'histoire et on banalise souvent ce type d'acte aussi, donc c'est bien de le mettre en lumière. Mais totalement, parce que tout le monde va te dire, enfin, on va te demander vite fait si ton accouchement s'est bien passé, mais si tu commences à Mm. raconter que non, tu l'as mal vécu, on va te dire, mais c'est bon, ton bébé, il est vivant, et puis toi aussi, c'est tout ce Mm. qui compte. Oui, certes, c'est important que toi et ton bébé soient en vie, ça, on peut pas dire l'inverse, hein, c'est important. Mais tout l'enjeu psychologique qu'il y a derrière, et c'est quand même un vrai sujet, quoi. Une femme sur trois qui est traumatisée, dont une bonne partie de ces femmes-là qui ont un stress post-traumatique, pardon, Mm. qui est comparable aux soldats qui revenaient de la guerre quand même. Enfin, c'est vraiment un vrai sujet. Moi, les premiers jours, c'est hyper intime ce que je vais dire, mais les premières semaines même, j'avais énormément de mal d'aller aux toilettes parce que juste l'acte de pousser, en fait, c'est vraiment très intime, mais Ouais, ouais, mais juste c'est ça, l'acte de ouais. pousser, ça me rappelait mon accouchement, mais j'en faisais des crises d'angoisse sur les toilettes, c'était atroce. Donc, non, c'est un vrai sujet. On peut pas jouer comme ça avec la santé mentale des femmes et avec leur estime d'elles-mêmes, l'estime de leur corps. Et ouais, il y a plein de femmes qui ont vécu ça comme des viols. Et clairement, c'est ça, quand tu as les mains de n'importe qui viennent à l'intérieur de toi et qui. Enfin, tu vis ça vraiment comme des viols quand on ne te demande rien, que c'est des actes violents, où la personne, elle est pas. Tu sais, elle n'est pas forcément agréable, elle t'explique pas ce qu'elle est en train de faire. Enfin, c'est hyper traumatisant, quoi. Et le problème, c'est que on est tellement engrainé là-dedans, c'est tellement normal, en fait. Tu sais, par exemple, si tu es hyper pudique et que tu vas dire à quelqu'un je suis vraiment pudique, je sais pas comment je vais faire pour accoucher, c'est vrai que, oh, t'inquiète pas, hein, de toute façon, à partir de là, tout le monde va tout voir, tout le monde va mettre les mains, t'inquiète pas, tu vas t'en foutre. Bah non, enfin, Ouais, non, surtout qu'il n'y a pas besoin, quoi. C'est un truc de fou. ouais, mais en fait, c'est devenu On la dépossède norme. complètement les femmes de leur... Pardon? C'est devenu la norme, malheureusement, et du coup, on fait même plus attention, on accepte, alors que non, ça ne l'est pas. Alors que c'est pas acceptable. Ben non, parce que c'est Ouais. ton corps et ton corps, c'est censé être ton choix et t'es pas censé être obligé d'accepter des tonnes d'interventions, des doigts dans ton vagin toutes les heures. Mm. Non, c'est pas normal. Surtout que tout ça, il y a des tonnes d'études qui prouvent que ça ne sert strictement à rien, voire Que ça- ça entraîne la surmédicalisation derrière, en fait. Quand Mm. tu rentres là-dedans, tu sais que tu vas partir dans une cascade d'intervention. Donc, moins on intervient et plus on laisse la nature faire et mieux ça se passe. Et après, tu m'étonnes que les médecins, sages-femmes, peu importe, qui travaillent dans les hôpitaux et qui côtoient tous les jours des naissances à l'hôpital, mais ils sont persuadés, je te jure, qu'ils sont intimement convaincus que de donner naissance, c'est dangereux. Pour eux, c'est Ah ouais. dangereux. Ils sont tellement ancrés dans leur truc à voir tout le temps des urgences parce que du coup, ils interviennent. Donc, ça va engendrer d'autres interventions Mm. derrière et ça finit très souvent en urgence, quelle qu'elle soit. Et en fait, ils sont persuadés, si tu leur dis que tu vas accoucher à domicile, oh mais mon Dieu, mais tu te rends pas compte, tu vas mettre la vie de ton bébé en danger. Mais pas du tout. Enfin, juste renseignez-vous des chiffres. Passez un mois avec une sage-femme qui fait des accouchements à domicile, vous allez voir qu'il n'y a rien de dangereux. C'est tellement plus sécuritaire. Tu vois, c'est vraiment tellement plus sécuritaire. À partir du moment où tu te dis que voilà, si vraiment il y a un problème, mais tu as des signes, ça se voit, que tu es capable de partir à l'hôpital et Mm. que à ce moment-là, tu peux aller demander de l'aide parce que clairement, des fois, il y a besoin d'aide et heureusement qu'ils sont là. Mais si on médicalise automatiquement toutes les naissances, bah,
ça donne ça. Et Ouais, ça donne des femmes traumatisées. c'est ça Voilà. laisse des séquelles et tout ça, ça a des répercussions pour la maman, pour l'enfant, pour la famille, le foyer en général, quoi. Mais oui, parce que tu vois qu'aujourd'hui, les taux de dépression postpartum, ils sont quand même à 25%, Mm. et que la plupart des dépressions postpartum, elles démarrent avec un accouchement traumatisant. Enfin, tu vois, il y a des tonnes de répercussions. Il y a des répercussions sur le lien d'attachement, parce que forcément, quand comme moi, là, tu viens d'avoir un accouchement hyper traumatisant, tu as beaucoup de mal à faire une rencontre voilà, pleine d'ocytocine et dans l'amour et dans l'intimité avec ton bébé, quoi. Forcément, ça se passe pas comme ça. Et donc, si tu n'as jamais entendu que c'était possible de vivre ça, tu vois, et que tu as seulement entendu des récits de femmes qui te disent oh, tu vas voir, c'est le plus beau jour de ta vie, c'est le plus beau moment, tu vas tomber en amour avec ton bébé, nan, nan, ce qui est censé se passer, normalement. Mhm. Mais si du coup, tu ne dis pas ça suite à une naissance traumatisante, et ben du coup, tu perds l'estime de toi-même, tu te dis que tu es une mauvaise mère, parce que ça, j'en ai vu, mais et j'en vois encore, c'est horrible. Parce qu'elles se disent, voilà, je mérite pas ce bébé, j'arrive pas à l'aimer, c'est pas normal. Toutes les mamans, elles disent que c'est le plus bon moment de ta vie. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et ça a des répercussions, mais atroces sur les mois, années à venir, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis Donc, on les pourra en gens. parler pendant des heures, hein. Il y a des Ouais, tonnes de trucs à dire, mais ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, dans les jours donc, qui ont suivi, est-ce que t'as réussi un peu à te reposer malgré tout, à prendre tes marques dans cette nouvelle vie de maman, à créer un lien avec ton fils? oui, après, j'ai eu la chance que je réussisse à quand même créer ce lien très rapidement dans les heures qui ont suivi l'accouchement, mais peut-être parce que j'étais renseignée aussi et que je Ouais. savais que c'était possible, voilà. Parce que si je pensais qu'il y avait une seule et unique rencontre possible, bah, peut-être que ça aurait été très, très, très différent. Donc, non, ce qui a été cool, c'est que dans les 4 premières heures, en fait, on nous a vraiment laissé complètement tranquilles. Plus Mhm. personne n'entrait dans la chambre, on n'était que tous les 3, donc c'était génial ce moment-là. On a pu commencer à tisser tranquillement notre petite famille. Non, c'était vraiment top. Et, et donc de là, on a eu une sage-femme horrible. Donc tu vois là, c'est... En fait, comme quoi, tu pars donner naissance à l'hôpital, en fait, et tu remets vraiment tes mains entre le hasard. C'est vraiment Mm. ça. En fonction de sur qui tu vas tomber, ça va dicter le déroulé de l'accouchement. Et donc, heureusement que pendant la naissance, on avait une sage-femme douce. Ouais. Malgré tout ça, heureusement qu'elle était très douce. Et donc là, on se retrouve avec... donc il y a une sage-femme qui débarque dans la chambre, qui... Alors, je ne sais plus si elle s'est occupée d'abord de... Ouais, je crois qu'elle s'occupe d'abord de moi. Donc, elle arrive, et là, je sens une douleur en l'entrejambe. Là, je me souviens que je fais un bruit, je saute. Mm. Et elle me dit, ah oui, je vous sonde. Mais Préviens-moi. mais c'est un truc de fou. C'est là que tu te dis, c'est un truc de fou. Elle te dit pas bonjour, elle s'en fout. Surtout que ça faisait plus de 4 heures que j'avais accouché. J'ai été totalement capable de me Mm. lever, de faire ce que j'avais à faire, quoi. Et, mais c'était d'une violence cet acte, mais atroce. Et, euh, et donc après ça, elle se met à m'essuyer, mais alors vraiment comme si j'étais... Mais... Enfin bref, il n'y a même pas de mots. Ouais. Déjà que j'avais un petit problème avec, Mm. Ouais, avec les ouais. accouchements à l'hôpital. Mais alors là, je peux te dire que quand tu tombes sur ce genre de personnes, ça arrange pas ton image. Et ouais, vraiment, enfin, je te laisse imaginer quand tu viens d'accoucher, que tu as des points de suture, c'est quand même assez douloureux, quoi. Tu n'as pas trop envie que tu aies quelqu'un qui vienne d'une violence incroyable venir t'essuyer. Enfin bon, donc là, ça a été un moment vraiment difficile. Et de là, donc, elle prend mon fils pour lui faire les premiers soins. Donc heureusement déjà qu'ils m'ont laissé tranquillement 4 heures, parce que des fois, ils font ça directement à la naissance, alors que ça peut largement attendre. Et, euh, et en fait, elle s'occupe de lui, mais d'une violence, de la même violence dont elle s'est occupée de moi, en fait. Et là, ouais, c'était hyper dur parce que tu vois ton petit bébé là qui hurle et elle Mm. qui s'en occupe comme si c'était rien. Et pour te dire, mon mari a été vraiment traumatisé de cette scène. Et dans les premières semaines qui ont suivi l'accouchement, il n'arrivait pas longtemps de pleurer parce qu'en fait, ça lui faisait ça lui rappelait cette scène et ça lui faisait des angoisses. Ah, Donc, ouais. pour te dire à quel point, tu vois, pour que ça traumatise en plus enfin, un papa, tu vois, Bien sûr, c'est ouais. que vraiment, Ouais, voilà, C'est il n'y a pas dingue. de mots. Ouais, c'est dingue comme tu dis.
Et donc, ouais, voilà, elle essaie de lui faire les soins, mais vraiment en s'en occupant d'une violence incroyable. Et en fait, à ce moment-là, je m'effondre parce que tu es hyper sensible, Mm, hyper fragile, hyper bien vulnérable. sûr. Et tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi dire, tu es dépassé par tout ce qui se passe. C'est vraiment ça. Et donc de là, elle s'approche de moi, mais dans toute sa délicatesse, et elle me dit non, mais madame, si vous avez mal vécu votre accouchement, faut en parler, hein. Oui, pas à Voilà. toi. Tout est dit. Ah oui, C'est dit avec d'accord. cette phrase, voilà. Et donc, ouais, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, d'un côté, c'est bien que j'ai vécu tout ça, tu vois, parce que si j'avais vécu un super bel accouchement à la maison, j'aurais pas eu cette vision-là, même si j'avais déjà cette vision-là de... Ouais. Voilà, je savais quand même la réalité de la chose, mais le fait de l'avoir vécu moi-même, de savoir ce que ça fait moi-même dans mon corps, dans ma tête, bah, du coup, c'est vraiment ça en plus pour pouvoir accompagner mes clientes aujourd'hui. Et je comprends, au moins. Mm. Je Ouais, bien comprends sûr. toutes ces femmes traumatisées après avoir vécu ce genre de scène. Ouais, c'est sûr. Est-ce que par la suite, tu t'es fait accompagner justement par des professionnels de santé, voilà, qui ont pu t'aider, t'écouter, à qui t'as pu raconter ton histoire? Ouais, bah déjà, j'en ai parlé directement à ma Ouais. sage-femme, en fait. Mm. Et après, bah, la grande chance que j'ai, c'est que j'ai plein de doulas, donc c'est trop bien. Ouais. Mm. Donc j'ai pu débriefer plein de fois, j'ai pu déposer plein de fois, et c'est génial. Voilà, il faut absolument. Chaque femme devrait avoir sa doula, ça c'est clair. Et moi, j'en ai plein, et c'est trop bien. Ouais, ouais, ouais. T'avais pas de doula pour ce premier accouchement? Non, j'avais pas prévu de doula à l'accouchement. Dans tous les cas, elle aurait pas pu venir à l'hôpital. Ouais, ouais. Parce que dans cet hôpital-là, pour l'instant, en tout cas, ils sont pas ouverts aux doulas. Mais donc non, j'avais pas une doula attitrée, mais j'en avais plusieurs Ouais. et ça m'allait très bien comme ça. Ok. Et comment se sont passés du coup les premiers moments quand vous êtes rentrés à la maison, voilà, ces premiers moments en famille? Est-ce que ça s'est bien passé justement? Est-ce que tu as pu un peu reprendre du poil de la bête? Ouais, franchement, ça s'est bien passé. La place à la douceur, à la Ouais. tranquillité, dans ton cocon, Hmm. c'est tellement mieux. Et ouais, en plus, ce qui était vraiment super cool, même si ça ne l'est pas en soi, mais c'est qu'on était en plein dans une autre vague de Covid, donc on Hmm. était vraiment tranquille chez nous. Ouais. Et qu'est-ce que c'est cool ça, parce que là, quand t'enchaînes les visites, non, non, c'est pas du tout le moment. Au moins, il n'y avait pas de visite non plus à la maternité, donc ça, c'était très, très bien aussi. Et ouais, c'est vrai on était vraiment dans notre petite bulle, dans cette bulle hors du temps, là où il peut se passer tout et n'importe quoi dehors, tu captes rien. Ouais, il allait bien, ce petit, il grandissait bien, il mangeait bien. Ouais, il Ouais. allait très bien. Bon, il y a toujours des petites difficultés de mise en place d'allaitement ou Ouais, de bien voilà, mais sûr. c'est normal, ça fait partie du jeu. Et puis non, en soi, tout allait très bien. Du coup, tu l'as allaité combien de temps? Et ben, si je pouvais, je l'allaiterais toujours, mais Ouais. le problème, c'est que cette deuxième grossesse Hmm. m'a fait une énorme baisse de lactation jusqu'à ce que je n'ai plus du tout de lait. D'accord. Et donc là, ça doit faire un mois, un bon mois, que du coup, il tète plus du tout. Et en plus, bah, ça se transforme en colostrum. Et à monsieur, ça ne lui plaît pas. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà, cet allaitement, c'est malheureusement terminé comme ça. Mais bon, C'était quand même une chouette expérience. Ouais. ouais, c'était quand Ouais. même une très chouette expérience. Et puis, bah écoute, si la vie veut ça, bah, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est vrai. Et du coup, avec ton mari, vous avez tout de suite reparlé d'un futur, enfin d'un second enfant. Comment ça s'est fait pour cette deuxième grossesse? Alors non, on n'en a pas parlé tout de suite. Bah parce qu'on n'en voulait pas tout de suite, tout Ouais. simplement. C'est tellement chamboulant, un premier enfant, ça chamboule tellement tout dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta tête, que non, on voulait pas un enfant tout de suite. Donc les 6 premiers mois, dans tous les cas, j'avais pas eu de retour de couche, donc c'était pas une Ouais. question qui se posait. Mais au bout de 6 mois, donc je l'ai eu quand même tôt mon retour de couche, hein, quand on y pense, mais au bout de 6 mois, bah, j'ai eu mon retour de couche. Donc là, bah, l'histoire de contraception et compagnie commençait à se poser. Et donc là, en fait, j'étais tellement
persuadée de très bien connaître mon corps que je lui dis, c'est bon, pas de contraceptif, t'inquiète, on fait va le faire. attention. Entre guillemets. Je sais quand est-ce que je suis fertile et quand est-ce que je ne le suis pas. Donc, on fait comme ça. Donc, ok, on fait comme ça. Et sauf que, on a fait n'importe quoi. Mais vraiment, on a fait n'importe quoi. Tu sais, c'était un jeu. Non, mais vraiment, hein, tu sais, comme des gosses, c'était un jeu. Et tu vois, bizarrement, hein, c'était le moment où je lui disais, là, par contre, il faut faire gaffe, je suis fertile. Que là, Ouais. et puis on était là, bon, on fait attention, hein. Oh oui, bien sûr. Enfin, voilà. Pas manqué, Donc, boum. exactement. Donc, en fait, j'aime dire que c'était un bébé qui était fortement désiré inconsciemment, mais sur lequel on n'avait pas posé de mots et on ne l'avait pas dit clairement. Tu vois, on s'était pas dit, allez, on lance un deuxième bébé. Mais clairement, dans les faits, on a fait tout ce qui était en notre possible pour accueillir un deuxième bébé. Hein. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Du coup, tu es tombée C'est enceinte, vraiment... ton fils avait quel âge? Eh bien, c'est trop drôle. Tu vois, on parlait de synchronicité là au début de l'épisode. Eh bien, je suis tombée enceinte pile poil au moment où... Alors, comment dire pour que ce soit clair? En gros, j'ai accouché à 40 semaines de Ouais. Lisandro. Et donc, 40 semaines après l'accouchement, je suis tombée enceinte. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est fou, t'as quand même Incroyable. ouais, quelque chose avec les dates, les Ah signes. ouais, c'est un truc de fou. Ok, super. Et là, tu l'as appris comment, cette deuxième grossesse? Bah, je m'en doutais Ouais. très fortement. Tu vois, comme Lisandro, à partir du moment où tu connais assez bien ton corps, je m'en doutais vraiment très fortement. Dans tous les cas, on a un peu mis toutes les chances de notre côté pour que ça arrive. Donc, ouais, j'étais... Là, je l'ai senti arriver... Je l'ai vraiment senti arriver, quoi. Donc là, j'ai fait un Ouais. test de grossesse pour confirmer. Et... Ah, c'est reparti. Bon, t'étais quand même heureuse, ouais, de cette nouveauté, Alors, même sur le si... coup, j'étais très chamboulée quand même. Hein. Ouais. Sur le coup, j'étais très chamboulée parce que on n'avait pas posé de mots dessus. On s'était pas du tout préparé consciemment à accueillir un deuxième bébé. Ouais. Et, et puis bon, Lisandro, c'est quand même un bébé qui... Bon, là, depuis ces 1 an, ça va mieux. Je trouve que le cap des 1 an, ça a vraiment changé quelque chose. Mais avant ça, ouais, c'est sport, quoi. C'est très, très sport. Donc, ouais, il fait toujours passer de nuit. Il y a encore énormément de réveils nocturnes. Ouais. Il reste pas 2 minutes sans me voir tranquillement. Donc, tu vois, c'était déjà très, très, très demandant en énergie. Donc, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire avec un deuxième bébé, quoi, qui Ouais. auront à peine 18 mois d'écart, comment je vais faire? Mais écoute, je vais gérer comme toutes les autres mamans. Ouais, On va faut, faire faut être comme les autres. confiante. Donc, du coup, tu Ouais, réitères le projet de l'accouchement à domicile? ouais, tout à fait. Ouais. Évidemment, même. Ouais. Donc, ouais, je suis toujours. J'ai recontacté la sage-femme qui me suivait pour mon premier bébé. On a vraiment une chance extra d'avoir une sage-femme comme ça dans notre coin. Et mais tu vois, c'est tellement différent. Je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Et je lui ai déjà dit, je sais pas si je t'appellerai ou pas. Je sais pas. Parce que là, j'ai tellement l'intuition d'avoir besoin d'être totalement seule, en fait, que je sais même pas si j'aurais besoin de l'appeler. Donc, j'ai énormément de chance et je suis très privilégiée d'avoir une sage-femme à aider à côté de chez moi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont contraintes à devoir accoucher sans sage-femme alors que c'est pas leur choix de base. Donc moi, j'ai énormément de chance de l'avoir en backup. Et puis, je verrai. Voilà. Tu vois, vraiment ce que je te disais tout à l'heure, il faut rester connecté à son intuition, à son instinct, à son bébé et voir ce que tout ça te dit sur le moment. Et ça se trouve, je l'appellerai pas, ça se trouve, je l'appellerai. Et ça se trouve, j'aurais besoin de partir à l'hôpital parce que je sentirais qu'il y a un truc qui va pas et que j'ai besoin d'aide. Donc, voilà. Je me laisse dans le Tu te flot de fais la vie et on confiance. verra ce qui se passe. Totalement. Ouais, c'est top. Tu sais déjà si c'est une petite fille, un petit garçon? Bah non, du coup, je ne veux pas du tout savoir. C'est vrai? Surprise? Ouais. Ouais. Je suis vraiment, enfin, j'ai tellement cheminé depuis. Bon, en même temps, en devenant maman, c'est normal. Hein. Ouais. Je crois que c'est le plus gros saut quantique que tu peux faire. Mais ouais, j'ai tellement cheminé depuis. Et puis, savoir le sexe, finalement, ça m'apporte absolument rien. Donc, de plus, avec l'expérience que j'ai eue. C'est sûr, ouais. Bon. Donc, voilà.
J'espère que tu viendras du coup nous raconter sur Super Mama ton accouchement à domicile qui se sera passé Avec grand plaisir. ouais, de la meilleure façon qui soit. J'ai une petite dernière question pour toi, si tu le veux bien. Quel conseil donnerais-tu vraiment, quel serait le conseil que tu donnerais à une future Super Mama, justement? Euh, Par rapport à quoi? Par rapport à la grossesse, l'enfantement, le Ouais, postpartum? en général, par rapport à la maternité, ce qui est pour toi vraiment le plus important que tu pourrais transmettre à une future maman qui, voilà, qui se pose des questions, qui a des doutes, qui sait pas forcément qui écouter. Voilà, quel serait pour toi vraiment le conseil à retenir pour qu'elle puisse vivre une maternité la plus sereine possible? Bah, la toute première chose, c'est se faire confiance. Clairement, Ouais, c'est se faire confiance. Encore une fois, je l'ai répété 20 fois, mais se faire confiance à ouais. son corps, à son bébé, et ne pas écouter tous les avis extérieurs, toutes les... Même quand le paradigme médical essaie de vous faire peur, en fait vraiment, parce que des fois, c'est vraiment... Enfin bref, c'est impressionnant, j'ai même pas de mots, mais des fois, on essaie de nous faire peur avec des données qui n'existent pas, Mhm. donc énormément se renseigner et se faire confiance, parce que dans tous les cas, quand vous êtes connecté à ça, vous savez ce qu'il vous faut et ce qui est le mieux pour vous, en fait. Donc, ouais, je dirais ça. Et tu vois, là, en ce moment, j'ai plein de nouvelles clientes qui viennent vers moi, justement pour cette préparation à la naissance, mais pas vraiment de la préparation théorique, tu vois, c'est vraiment de la préparation hyper intuitive pour vraiment réussir à avoir confiance. Et, et ouais, en fait, juste ça. Ouais, Juste ça, c'est tellement important. Avoir confiance, être enseigné surtout. Mais c'est tellement important. Je le dis tout le temps, le savoir, c'est le pouvoir, mais c'est tellement vrai. Parce ouais, que si on ne sait pas, bah, on se fait bouffer directement, en fait. Si on nous dit, il faut faire ça parce que ton bébé va mourir, bah forcément, tu fais ça parce que tu n'as pas envie que ton bébé meure. C'est... Voilà. Et à partir du moment où tu sais ce qui est légitime d'être fait dans tel ou tel cas, bah, du coup, tu peux forcément avoir toutes les infos et puis prendre encore une fois tes décisions en pleine conscience, de façon éclairée, en connaissant toutes les possibilités et surtout les répercussions que ça a. Donc ouais. voilà. Avoir confiance, être informé, avoir sa doula, évidemment. Pas besoin de le préciser. Ouais. Toutes les femmes devraient avoir leur doula, surtout dans ce moment-là d'une vie. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton partage, ta confiance. Je te souhaite tout le Merci. bonheur du monde pour cette nouvelle grossesse et ce projet d'accouchement à domicile. Et puis bah avec plaisir pour t'accueillir à nouveau dans le podcast avec une nouvelle histoire du coup. C'est génial, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top cet échange. Et Super. puis si on peut ouvrir quelques consciences, eh bien, je suis trop heureuse. Ouais, c'est le but. Merci beaucoup en tout cas, Abigail. Merci à toi. Ciao. Ciao. Je remercie chaleureusement Abigail pour ce récit poignant. Parfois, l'histoire ne se déroule pas exactement comme prévu, mais il est bon de savoir en tirer le positif. Je souhaite donc à cette super mama de vivre un second accouchement de rêve au cœur de son nid et je la remercie pour sa confiance. Je vous remercie aussi vous, auditrices de ce podcast. Vos écoutes, de plus en plus nombreuses, me confortent dans l'idée que ce podcast a une vraie raison d'être. Pour le soutenir encore plus, pensez à mettre des avis pour aider Super Mama à se faire une place dans ce monde du podcast. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, bien sûr, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.